Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour cette conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau. On est ravis de vous voir toujours si nombreux, voire même plus nombreux à chaque fois. Ça fait plaisir. On a le plaisir d'être accueillis au Quai des Savoirs, qui nous accueille dans le cadre de son exposition qui s'appelle Feu Méga Feu et qui a lieu en ce moment même jusqu'au 5 novembre. Donc si vous ne l'avez pas découverte, n'hésitez pas à y aller. Aujourd'hui, donc, on va parler de neuroinflammation. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux scientifiques du laboratoire Infinity. J'ai le plaisir d'avoir Elsa Suberbiel, qui est chercheur CNRS, et Anne Astier, qui est directrice INSERM. Donc, toutes les deux vont nous parler de neuroinflammation chronique, un feu à bas bruit. Je vais leur laisser la parole et vous pourrez ensuite poser quelques questions, bien sûr, pour des échanges. Merci. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci au Quai des Savoirs de nous recevoir ce soir et aussi aux organisateurs et aux organisatrices de la Semaine du Cerveau. Et surtout, merci à vous tous d'être venus si nombreux et d'avoir patienté pour cette conférence. Donc, on va vous présenter, Anne et moi, en fait, un petit peu ce qu'on sait sur la neuroinflammation chronique en tant que feu à bas bruit. Qui sommes-nous d'abord? Donc, pour rappel, je suis Elsa Suberbiel, je suis chercheur au CNRS et plus généralement, je suis neurobiologiste et virologiste et je travaille beaucoup sur la maladie d'Alzheimer et je fais partie de l'équipe 7 ou VINEDIS d'Infinity. Bonjour à tous, donc je suis Anne Astier, donc moi je suis directrice de recherche au CNRS en fait. Et je travaille également au centre Infinity, mais dans une autre équipe, l'équipe 4. Et en fait, je ne travaille pas directement sur le cerveau, je suis immunologiste, mais je travaille sur une maladie qui atteint le cerveau, qui est donc la sclérose en plaques. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'inflammation? Eh bien, l'inflammation, pour cette exposition Feu Méga Feu, ça s'inscrit relativement bien dans le thème, puisque on peut la comparer en effet à un incendie qui attaque la terre, les arbres, la nature. Et donc en fait, globalement, dans le cas de l'inflammation, elle peut se situer à plusieurs endroits de l'organisme et attaquer aussi plusieurs fronts. Comment on la caractérise? Bon, globalement, on la caractérise par la notion de rubor, dolor, calor et tumor, en bon français. C'est donc une peau qui peut être gonflée et tuméfiée, de la fièvre, de la peau qui peut aussi être rouge et de la douleur. Donc, bien sûr, en particulier dans la fièvre et la douleur, il y a la notion en fait de l'intervention du cerveau et du système nerveux central. Mais du coup, qu'est-ce que la neuroinflammation? Donc, la neuroinflammation, c'est cette inflammation, ce feu qui va atteindre le cerveau. Et notamment, on va surtout le ressentir lors d'infections, où on a ce qu'on appelle le syndrome fébrile, où donc on se sent mal, on ne veut pas bouger, on veut rester prostré, on est fébrile, donc on tremble et on a de la température ou encore de la fièvre. Et dans ces cas-là, en fait, quand on pense neuroinflammation, on pense plutôt à inflammation aiguë, parce que c'est le cas en fait de ce syndrome fébrile qui ne dure que quelques heures, voire quelques jours. Au bout d'une semaine, ce n'est plus aigu. Donc on peut donner le cas des exemples d'une méningoencéphalite virale, où dans ce cas-là c'est très grave, et donc où on a le feu qui est poussé, vraiment c'est plutôt un méga feu. Mais aussi on peut parler de tempête cytokinique dont vous avez tous entendu parler à la télé lors de la crise, la pandémie Covid-19, où là on a une notion en fait plutôt pendant le temps de l'infection, où ce brouillard en fait on a du mal à penser et ça peut durer pendant plus longtemps. Et donc ça fait la transition avec la neuroinflammation chronique. Qu'est-ce que la neuroinflammation chronique? Ben, dans ce cas-là, c'est une inflammation à bas bruit. On peut la comparer, dans le cas de l'exposition, à des feux de tourbe, c'est-à-dire qu'il y a eu un fort incendie, là on voit des flammes, c'est clair, on sait où est-ce qu'il faut agir, mais que se passe-t-il une fois qu'on pense avoir éteint le feu? Ben, parfois, dans des zones, dans des poches de terre, il peut y avoir encore un petit feu qui se répand, qui se propage, sans vraiment
vraiment donner quoi que ce soit, à part peut-être un peu de fumée, comme on le voit à côté du cerveau. Et finalement, le problème de ce petit feu, c'est qu'il consume quand même les tissus et la terre, et qu'il peut ressurgir de manière forte à n'importe quel moment. Donc c'est ça la neuroinflammation chronique. Et finalement, dans la neuroinflammation chronique, on peut la retrouver, et c'est le point commun entre toutes ces pathologies chroniques auxquelles on ne penserait pas forcément. Qu'on soit dépressif ou qu'on ait une maladie neuropsychiatrique, qui est une maladie d'Alzheimer, une maladie liée à l'âge qui se développe à long terme, ou une sclérose en plaques, qui est donc, comme vous en parlera Anne, une maladie neurodégénérative et auto-immune, la neuroinflammation chronique, et ce feu à bas bruit se propage dans notre cerveau. Donc je vais laisser la parole maintenant à Anne pour vous parler des acteurs de l'inflammation. Merci. Donc effectivement, qui sont les acteurs de cette inflammation? Eh bien, je pense que vous savez tous que donc, ce sont les cellules du système immunitaire. Et quel est donc le rôle de ce système immunitaire? Donc c'est de nous défendre. Le système immunitaire nous défend, mais de quoi? Le système immunitaire doit nous défendre de toutes les infections, de tous les pathogènes, de ces intrus qui rentrent dans notre corps. Et il le fait à l'aide de deux bras, en fait. On a ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est, je vous ai listé ici quelques noms de cellules un peu barbares, ça n'a pas d'importance, vous pouvez juste vous rappeler de la microglie, parce que Elsa va vous en parler un petit peu après. L'avantage de ces cellules, c'est qu'elles ont des récepteurs spécifiques qui vont détecter les virus et bactéries, on appelle ça un signal danger, pour mettre en route la réponse immunitaire dans le but de se débarrasser de ces intrus. C'est une réponse qui est rapide, en quelques heures, ces cellules sont capables de détecter un virus, disons, et de mettre en branle la réponse pour essayer de s'en débarrasser. C'est rapide, mais ça n'est pas spécifique d'un virus donné. Du coup, on a un autre bras de l'immunité qui s'appelle immunité acquise ou adaptative, qui, elle, est constituée de deux sortes de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T, cellules T, ou les lymphocytes B, cellules B. Et ces cellules ont à leur surface des protéines, des molécules qu'on appelle de façon très originelle le récepteur de la cellule T, TCR pour les T, et récepteur de la cellule B pour les B. Et ces récepteurs vont être capables d'être spécifiques d'un morceau de virus donné, si on prend l'exemple des virus. Donc effectivement, ces cellules sont spécifiques d'un virus. Donc c'est une réponse qui est meilleure, car elle est spécifique, mais elle est beaucoup plus lente à se mettre en route, en fait. Il faut des jours pour que ces cellules s'activent et dégainent leurs armes pour détruire la cellule infectée. Par contre, il y a un autre avantage important de ces cellules, c'est que cette immunité va acquérir une mémoire. C'est-à-dire que lorsque ces cellules rencontrent une deuxième fois le même pathogène, elles vont être capables de répondre beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc c'est cela le principe de la vaccination, notamment où on injecte un petit morceau de virus. Ces cellules vont apprendre à le reconnaître et lors de l'infection par la suite, ces cellules seront armées et prêtes à répondre de façon meilleure et plus rapide. Donc on a ces deux bras d'immunité qui, bien entendu, communiquent les uns avec les autres. Les cellules de l'immunité innée détectent en premier et ensuite alertent les autres cellules qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps et qu'il faut se débarrasser. Donc, quelles sont les conséquences de l'inflammation? Donc, on a tout d'abord l'activation de la réponse immunitaire dont je vous parlais. Cela va entraîner une sécrétion de molécules qui sont généralement pro-inflammatoires par ces cellules, qui vont aboutir à la destruction tissulaire, excusez-moi, parce qu'on veut justement se débarrasser de la cellule cancéreuse ou de la cellule infectée. Et cela prend aussi beaucoup d'énergie pour le corps de sécréter toutes ces molécules et de détruire les cellules environnantes. Alors vous pouvez voir que s'il n'y a pas de contrôle, en fait ça va faire une boucle infernale. Ceci va activer de nouveau des cellules immunitaires qui vont créer plus d'inflammation, etc. Donc quand tout va bien, il y a des systèmes de contrôle qui sont mis en place pour justement que cette inflammation ne s'emballe pas et ne devienne pas chronique. Cependant, dans certaines pathologies,
Ces contrôles ne sont pas en place et c'est là que la neuroinflammation chronique se met en place. Donc on va illustrer ça avec Elsa sur 2 pathologies. La première est donc la sclérose en plaques et ensuite Elsa vous parlera de la maladie d'Alzheimer. Donc qu'est-ce que la sclérose en plaques? C'est une maladie chronique inflammatoire donc, du système nerveux central qui touche à peu près 3 millions de personnes dans le monde. Et c'est une maladie qui atteint principalement les femmes. Il y a à peu près un ratio de 3 femmes pour 1 homme qui sont atteintes de cette maladie. C'est une maladie qu'on considère auto-immune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire auto-immune? Ça veut dire que nos petits acteurs dont je vous ai parlé avant, nos cellules, se trompent de cible. Et au lieu de cibler des cellules infectées, disons, elles vont cibler des cellules du soi. Et dans le cadre de la sclérose en plaques, vous voyez sur la petite image en vert la représentation d'un neurone et du bras du neurone qui est entouré d'une couche protectrice d'une protéine qu'on appelle myéline. Et en fait, sur la gauche, on voit que cette myéline est endommagée parce que les cellules immunitaires ont reconnu cette myéline par erreur et la détruisent. Donc, cette myéline va en fait permettre les influx nerveux de se propager. Donc, vu qu'elle est endommagée, les influx nerveux ne passent pas bien et cela donne tous les symptômes de la sclérose en plaques qui sont listés sur la diapositive, qui sont très nombreux. Ça peut être de la fatigue extrême, des troubles visuels, des troubles musculaires, etc. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de voir le site de l'ARCEP. Donc, dans la plupart des cas, la sclérose en plaques cliniquement se déclenche par des séries de poussées et de rémissions. En fait, les patients vont bien, et puis il y a un symptôme qui apparaît brutalement et qui retombe ensuite au niveau basal. Peu après, enfin, le temps varie, mais on a une autre poussée, etc. Et au bout d'un moment, les poussées retombent, mais plus exactement au niveau basal. Ensuite, diapositive suivante. Dans certains cas, ce premier stade clinique se développe en maladie progressive, qui est là une aggravation constante en fait, des symptômes et des handicaps. Plus rarement, les patients rentrent directement dans cette phase progressive. Donc, quel est ce feu dans ces cas de sclérose en plaques? Donc, si on prend le premier exemple, ces poussées assez aiguës dans le temps pourraient peut-être plus ressembler à des feux de forêt. C'est présent et ça repart. Par contre, l'handicap progressif sournois qui s'ensuit est plus considéré comme un feu de tourbe, pour reprendre l'expression de Elsa, et qui est plus difficile à contrôler. Donc vraiment, on essaie de comprendre que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il ces feux dans le cerveau, dans cette pathologie? Donc là, je vais repasser à ma casquette d'immunologiste. L'un des acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les cellules T. Donc ces cellules, lorsqu'elles sont activées avec leur récepteur spécifique, le TCR, qu'elles reconnaissent leur cible, vont s'activer. C'est leur travail. Donc elles s'activent, elles vont sécréter des protéines inflammatoires. C'est le feu qui se met en route dans le but, normalement, de détruire la cellule cancéreuse ou la cellule infectée. Donc, je vous parlais des contrôles. Donc, normalement, il y a effectivement des contrôles pour ne pas que cela s'emballe. C'est les petits cousins de ces cellules T. Ce sont aussi des cellules T qui s'appellent des lymphocytes régulateurs, eux, et dont la mission est précisément d'éteindre le feu causé par les autres cellules T. Et ceci se fait par une sécrétion, une production de protéines, cette fois anti-inflammatoires, principalement. Donc, chez les personnes saines, effectivement, il n'y a pas de problème à long terme, parce que la réponse immunitaire se fait, mais est contrôlée à la fin par ces autres petits lymphocytes régulateurs pompiers. Dans le cadre de la sclérose en plaques, il y a plusieurs problèmes, dont un qui est donc nos petits lymphocytes effecteurs, ceux qui font le feu, le font, et en plus, comme je vous le disais auparavant, ils se trompent de cible, ils vont dégainer leurs armes contre la protéine du neurone. De plus, les T régulateurs pompiers ne fonctionnent pas bien non plus, ils n'arrivent pas à éteindre le feu. Donc vous pouvez bien sûr imaginer que dans ce cas-là, on a vraiment la balance est totalement déséquilibrée vers l'inflammation.
Par contre, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ces étapes d'activation de nos cellules ne se fait pas dans le cerveau, elle se fait dans les ganglions. Donc j'imagine que vous avez tous eu un jour mal à la gorge et vous avez senti vos ganglions qui gonflent. Ça, c'est le signe que la réponse immunitaire se met en route, justement. La cible dans la sclérose en plaques, ce sont les neurones qui sont dans le cerveau. Donc ce qui se passe, c'est que les cellules immunitaires sont bien activées dans la périphérie, mais ensuite elles acquièrent la capacité de traverser. Il y a une barrière qui va protéger le cerveau, qui s'appelle la barrière hémato-encéphalite. Donc ces cellules immunes ont la capacité de traverser cette barrière, et ensuite elles vont être réactivées localement dans le cerveau, notamment par la microglie dont Elsa vous parlera également. Et cette réactivation va conduire à la destruction des neurones. Donc, en fait, à l'heure actuelle, les traitements pour la sclérose en plaques, alors d'ailleurs, malheureusement, la sclérose en plaques ne se soigne pas, ces traitements ne sont pas curatifs, mais ils aident à contrôler les poussées, dans la phase de poussée-rémission. Ils évitent ces foyers inflammatoires. Par contre, malheureusement, une fois que la maladie est progressive, il y a moins de choses que l'on puisse faire. Donc les traitements actuels agissent au niveau 1 de l'activation en périphérie et à l'étape 2 de migration dans le cerveau. Malheureusement, une fois que ces cellules sont dans le cerveau, l'inflammation chronique peut arriver et là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Donc je vous ai présenté que le système immunitaire ne fonctionne pas bien chez les patients avec la sclérose en plaques, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que la maladie est une maladie complexe qu'on appelle multifactorielle, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à donner la pathogénèse. Donc, d'un côté, nous avons des gènes, notre génome, notre ADN peut contribuer. Et je vous disais dans l'introduction que les femmes avaient plus de sclérose en plaques que les hommes. Donc ça, c'est un des facteurs génétiques. Et il y a également des petites modifications dans le génome qui peuvent également contribuer à augmenter le risque de sclérose en plaques. Il y a également plein de facteurs environnementaux qui peuvent également contribuer au risque de développer la maladie. Je vous ai mis ici le microbiote, l'alimentation, les infections, fumée, et le manque de soleil. Donc tout ça sont des facteurs qui ont été montrés de façon épidémiologique corrélés avec une augmentation de sclérose en plaques. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on a un ou deux facteurs que l'on va avoir la sclérose en plaques, bien sûr. C'est ça qui est difficile pour nous, c'est de comprendre comment tous ces facteurs et tous ces différents génétiques peuvent donner ou non la sclérose en plaques. Donc nous, que faisons-nous au laboratoire justement? Donc j'ai mis quelques photos surtout des jeunes, des étudiants en thèse, et à part la jeune femme en bas à gauche qui est une collaboratrice portugaise. Donc la question qu'on se pose, c'est d'une part, d'où vient ce feu dans la sclérose en plaques? Et d'autre part, peut-on éteindre ce feu? Donc on part du postulat qu'en fait, on ne peut pas vraiment changer sa génétique, mais on peut peut-être moduler les facteurs environnementaux de façon à moduler le feu, justement. Et plus particulièrement, on s'intéresse à l'irradiation solaire et à la vitamine D. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des études épidémiologiques très claires qui montrent qu'il y a un gradient. Le plus loin de l'équateur, le moins de soleil, le plus de cas de sclérose en plaques il y a. Et l'une des conséquences de l'irradiation solaire, c'est que cela génère de la vitamine D. Donc, effectivement, les patients avec sclérose en plaques ont moins de vitamine D dans leur sang que les donneurs sains. Donc, nous, on essaie de comprendre la relation entre la vitamine D et la modulation de nos acteurs de l'inflammation, et notamment les cellules immunitaires T. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend du sang de patients avec sclérose en plaques ou de donneurs sains. On isole les globules blancs et ensuite les cellules T. On les met en culture dans des plaques qui ressemblent à ceci et on les met en culture avec ou sans vitamine D. Et ensuite, on regarde si les cellules poussent plus vite, sécrètent plus ou moins de protéines anti-inflammatoires, pro-inflammatoires, etc. Plus récemment, on s'est aussi intéressé à l'autre versant
des facteurs de la sclérose en plaques, qui sont donc les gènes. Et on s'intéresse à ces petites modifications qui sont présentes dans le génome. Donc, j'ai ici illustré ce que sont ces petites modifications. Donc, ça s'appelle des SNP, des Single Nucleotide Polymorphism. Donc, en fait, vous avez ici une séquence d'ADN qui sont faites de 4 bases, de 4 lettres. Et chez chacun d'entre nous, on peut avoir des petites modifications d'une de ces lettres. Et généralement, ça ne fait pas grand-chose. Ceci dit, les chercheurs, des généticiens, ont séquencé les génomes de milliers et de milliers de personnes, soit atteintes de sclérose en plaques, soit de donneurs sains. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une petite préférence pour certaines de ces lettres chez les patients. Donc, ce qu'on fait, en fait, nous faisons les mêmes expériences, mais nous prenons des donneurs, nous génotypons leurs ADN pour savoir s'ils expriment l'allèle A ou l'allèle T, par exemple, et on refait les mêmes expériences, à savoir, est-ce que ces donneurs, avec un génome un petit peu différent, répondent mieux pour leur lymphocyte T, et est-ce qu'ils répondent de la même façon si on met de la vitamine D? Donc, en gros, on essaie vraiment de comprendre l'interaction entre l'environnement en se focalisant pour l'instant sur la vitamine D. Si des petites perturbations génétiques infimes vont aussi perturber la réponse donc, de ces cellules T dans la sclérose en plaques. Voilà, c'est pour moi. Et maintenant, Elsa va passer à une autre maladie qui n'est pas mieux, qui est donc la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui est liée à l'âge, en particulier au vieillissement. Vous en avez sans doute tous entendu parler. Parce qu'elle touche énormément de personnes, vu que plus d'1 million de Français en souffrent et que dans le monde, on chiffre plutôt à 30 millions d'individus. Dans le cas de recensement, donc il y a sans doute plus de cas que ce qu'on recense. C'est la première cause de dépendance liée à l'âge en France, dépendance lourde, c'est-à-dire une dépendance émotionnelle, une dépendance physique, une dépendance économique et une dépendance sociale et générale. Donc c'est une maladie extrêmement lourde qui pèse un poids conséquent sur tout le monde. Et c'est une crise mondiale qui est en devenir parce que ces chiffres, du fait du vieillissement et du fait que cette maladie n'a pour le moment aucune cure, donc aucune médecine vraiment efficace pour l'empêcher d'évoluer. D'ici 2050, on s'attend plutôt à avoir plus de 150 millions de personnes souffrant de cette maladie. Finalement, s'il y a un chiffre à retenir sur la maladie d'Alzheimer, c'est que actuellement, une personne de plus de 65 ans sur 9, donc plus qu'une personne sur 10, vont développer la maladie d'Alzheimer et vivent avec cette maladie. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est progressive. Et les symptômes que l'on connaît de cette maladie, qui sont surtout les symptômes de mémoire dont tout le monde parle, ils progressent en fait avec la progression des lésions au sein du cerveau. Donc pour donner une image un petit peu simpliste, cette maladie commence avec ces lésions au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une région qui est très très profondément mise au fond de notre cortex, et qui permet l'enregistrement de toute mémoire et en particulier d'encoder le contexte de cette mémoire, c'est-à-dire le où, le quand. J'ai mangé ma première glace dans une boutique au centre de Toulouse. Voilà, le contexte, le centre de Toulouse, j'avais tel âge, etc. Donc ça, c'est la première mémoire qui fuit dans le cas de la maladie d'Alzheimer. La deuxième, c'est parce que les lésions vont affecter le système limbique. Le système limbique, c'est ce qui ajoute un ressenti à une mémoire donnée et un comportement lié et un ressenti à un comportement. Bon, ben, vous vous doutez bien que cette glace, elle était bien bonne et c'était bien sympa. En plus, il faisait chaud. Donc, le ressenti, c'était bien sûr du bien-être. Et donc, dans la maladie d'Alzheimer, on commence à perdre la notion de ressenti par rapport à une mémoire donnée, c'est-à-dire quelque chose qui était agréable, tout d'un coup devient anxiogène, donc une expérience qu'on réitère, qui devrait être agréable, pourrait devenir extrêmement anxiogène, parce qu'on en a perdu la liaison avec le ressenti.
La troisième région avec la progression qui est affectée, c'est le cortex. Et en particulier, donc, il y a le cortex pariétal qui permet la maîtrise des gestes dans l'espace. Il y a aussi la zone temporale qui est plus affectée plus vite d'ailleurs, qui est impactée et donc qui est la source en fait de la liaison entre le langage et la mémoire. C'est notamment lorsqu'on perd, par exemple, on prend un gobelet et quand on demande à avoir ce gobelet, on va dire est-ce que tu peux me donner la carafe? Et en fait, c'est le gobelet qu'on veut. Mais on se trompe, en fait. On n'associe plus les mêmes choses. La mémoire et le langage sont dissociés. Et enfin, il y a aussi la zone frontale du cortex qui est affectée. Et dans ces cas-là, cette zone, elle est impliquée dans le contrôle des fonctions exécutives, donc la planification des comportements et la logique des comportements. C'est je veux faire cuire des pâtes, je vais prendre mon paquet de pâtes, je vais mettre de l'eau à chauffer. Une fois que l'eau est chaude, je vais mettre les pâtes dedans, etc. Donc c'est par exemple toute la séquence de mouvements et de comportements pour arriver à une fin. Donc ce sont comme ça que les lésions progressent au sein des régions du cerveau et que la maladie progresse aussi et sa symptomatologie progresse au fur et à mesure du temps. Donc, ces lésions, je vous les évoque, mais quelles sont-elles en fait et comment se lient-elles avec la neuroinflammation? En fait, les lésions de la maladie d'Alzheimer sont très fortement associées à cette neuroinflammation chronique et à bas bruit. Ces deux lésions, c'est tout d'abord les plaques d'amyloïdes bêta, qui sont de la bêta, donc qui sont ces espèces d'amas en rouge qu'on voit. C'est des amas d'une protéine A bêta que le cerveau et les neurones produisent complètement normalement au fur et à mesure de la vie. Le problème, c'est que normalement, cet amyloïde bêta, il est dégradé, il y a un renouvellement, il ne reste pas à s'accumuler dans le cerveau. Et là, dans la maladie d'Alzheimer, il se met à s'accumuler de manière amorphe, il forme une sorte de gloubi-goulba dans le cerveau, et en fait, c'est fortement inflammatoire. Il y a une autre lésion qui sont la dégénérescence neurofibrillaire ou NFT, qui est liée à une protéine, cette fois-ci, qui s'appelle Tau et qui est produite dans le neurone. Et donc là, la dégénérescence se produit dans le neurone. Et donc, bien sûr, s'il y a une protéine qui s'accumule anormalement dans le neurone, au bout d'un moment, il va se mettre à fonctionner pas correctement. Et finalement, quand on regarde en fait, l'évolution de l'accumulation de la substance amyloïde bêta, des plaques et de taux, comme vous voyez en rouge et en bleu, on peut voir que les plaques, lorsqu'elles s'accumulent, donc plus de 30 ans avant les premiers symptômes, elles commencent à s'accumuler, eh bien, il y a une neuroinflammation associée à ces plaques qui évoluent aussi très rapidement et très précocement dans la maladie. Alors que la neuroinflammation qui est associée à la protéine Tau se développe un peu plus tardivement, c'est-à-dire qu'on est ici quasiment au moment des premiers symptômes lorsqu'on peut la détecter. Donc, vous l'aurez compris, arriver à détecter cette neuroinflammation et ces lésions de plus en plus tôt et de manière non invasive, c'est bien sûr la chose qu'on veut savoir pour pouvoir détecter plus précocement la maladie, parce que plus on peut la prendre précocement, plus on a de chances de pouvoir agir dessus, déjà avec les traitements qu'on a actuellement. Et donc, comme on vous en a parlé avant, il y a des acteurs principaux dans cette maladie qui sont liés à la neuroinflammation et donc au système immunitaire inné, à la réponse innée, et ce sont les microglies. Et la microglie, c'est un type de cellule et clairement, ce ne sont pas des damsels en détresse dans la maladie d'Alzheimer, vous allez comprendre pourquoi. La microglie, donc, on vous en a parlé avant, normalement, c'est une petite cellule qui peut étendre ses bras et vraiment parcourir des zones très larges du cerveau autour des neurones, qu'elle sonde constamment le tissu nerveux pour faire une surveillance immune, détecter s'il y a une infection qui arrive, s'il y a quelque chose de mauvais qui arrive dans le cerveau. Elle nettoie aussi le tissu nerveux de ses déchets. Et elle joue un rôle dans le remodelage en fait, des synapses et donc au bon fonctionnement de la neurotransmission et donc au fonctionnement des neurones. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elles sont chargées de surveillance immune. Et quand elles tombent sur ces plaques amyloïdes A bêta, là, ce gloubi-boulga,
eh bien, elles vont s'activer. Le problème, donc, c'est que normalement, c'est s'il y a un peu d'amyloïde bêta et qu'il disparaît, elles vont s'activer, puis elles vont se désactiver parce qu'il va y avoir une régulation. Le problème, c'est que si on produit tout le temps trop d'amyloïde bêta et qui s'accumule anormalement, elles vont être constamment activées. Et c'est là qu'elles deviennent des DAM, c'est-à-dire qu'elles deviennent de la microglie associée à des dommages, ou encore en anglais, c'est Damage Associated Microglia, c'est pour ça que ça s'appelle des DAM. Qu'est-ce que sont les DAM? Ben là, ce sont des microglies qui font vraiment peur. Elles sont chroniquement activées. Elles sont pro-inflammatoires et elles dégradent le tissu nerveux au lieu de le protéger et ses synapses. Et elles se mettent à activer aussi toutes les autres cellules du cerveau de manière pro-inflammatoire. Et donc, elles poussent le cercle vicieux de la neurodégénérescence. Et notamment avec les astrocytes, qui sont les cellules en verte là au milieu, ces dames elles vont se mettre à produire une quantité phénoménale de messagers pro-inflammatoires, qui sont donc qu'on appelle aussi cytokines ou chémokines, et qui sont donc des petites molécules qui sont des véhicules de messages toxiques au sein du cerveau. Et là, qui se retrouvent en plus ne plus être régulées, et donc elles dérégulent la fonction du neurone et elles le poussent encore plus vers la dégénérescence. Donc c'est pour ça que les microglies sont vraiment des acteurs principaux de la neuroinflammation chronique au cours d'Alzheimer. Qu'est-ce que du coup on fait au niveau du laboratoire? Nous, on travaille de manière assez en amont pour essayer déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est à l'origine des déficits cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. Et notamment, on étudie le rôle des messagers, de ces messagers pro-inflammatoires quand ils sont en chronique et à très bas bruit dans l'inflammation et donc leur influence sur la cognition. Pour cela, donc, on a des petits modèles et nos petits modèles, quand on leur fait des tests de mémoire, savoir c'est un peu des tests des amis, des deux amis en termes d'objets. On vous met deux objets, il faut reconnaître et trouver sous la carte cachée la carte qu'on a déjà vue et qui correspond à la même carte que celle qu'on a en main. Ben pour eux, ils font un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on leur met deux objets qui sont identiques, qu'ils vont explorer, et après, on va déplacer un objet. Et en fait, ces petits modèles, ils ont en fait un goût pour la nouveauté et c'est très important pour eux pour pouvoir se guider dans l'espace. Donc, ils vont préférer, ils vont explorer les objets qui ont été déplacés. Et donc, comme vous le voyez sur l'histogramme, ils passent quasiment 60% de leur temps à explorer les objets, à explorer l'objet déplacé. Et donc, ils ont une préférence claire pour l'objet déplacé. Ce qui se passe quand ces modèles en fait, sont exposés de manière chronique à de très très faibles doses de ces cytokines, eh bien dans ces cas-là, ils passent autant de temps avec l'objet qui a été déplacé que l'objet qui n'a pas été déplacé. Et dans ces cas-là, donc, ça montre bien que ces messagers jouent un rôle extrêmement important en fait, dans la précision de la mise en place de la mémoire. C'est une mémoire de précision parce qu'on ne déplace pas beaucoup les objets, c'est quelque chose de très fin, mais c'est ce qui fait la différence, à savoir si on a bien laissé nos clés sur la table, si c'était la clé de la table de la cuisine, de la salle à manger, du bureau. C'est ça en fait le FOG. C'est-à-dire qu'on a une mémoire de l'objet, mais on ne sait plus très bien où est-ce qu'il est ou comment il a été placé. D'autre part, pour pouvoir étudier, une fois qu'on sait qu'il y a des déficits de ces mécanismes, on veut savoir quels sont les mécanismes de ces déficits, en fait. Et pour notamment, on étudie dans mon laboratoire le rôle de la réponse aux cassures double brin de l'ADN dans cette inflammation chronique. En effet, notre ADN, donc notre double hélice, dans nos neurones, va se casser lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Donc vous, là, tout le monde dans le public, vous avez des cassures qui sont en train d'avoir lieu dans l'ADN de vos neurones, du réseau de neurones qui vont permettre à établir une mémoire sur cette conférence. Mais c'est tout à fait normal. Et en conditions physiologiques, vous allez casser votre ADN et après, au bout d'une période de repos, il va être réparé, il va revenir à son instant comme à l'état de base avant votre mémoire. Mais ça va permettre d'engager une séquence qui est nécessaire à la mémoire. Ce qu'on a trouvé en fait dans la maladie d'Alzheimer, c'est que cette séquence elle est altérée, puisque on peut casser l'ADN quand on apprend quelque chose de nouveau, même dans la maladie d'Alzheimer.
Mais par contre, ces cassures ne vont pas être correctement réparées et donc elles vont s'accumuler petit à petit. De moins en moins efficacement, la réparation se fait et ces cassures s'accumulent. Et là, comme elles restent sur l'ADN, eh ben, elles troublent les mécanismes d'apprentissage et de mémoire. Et donc, du coup, cet équilibre entre cassure et réparation est vraiment important pour le comportement et la mémoire. Donc, nous, notre hypothèse, c'est d'étudier si ces mécanismes, en fait, sont aussi dérégulés et comment sont-ils dérégulés dans le cadre donc, des déficits de mémoire lors de la neuroinflammation chronique. Pourquoi c'est important? Parce que ces mécanismes, une fois qu'on les a identifiés, on peut agir dessus. Donc finalement, au niveau de la neuroinflammation, on vous a décrit plusieurs maladies, leurs acteurs, mais finalement, qu'est-ce qui déclenche au départ le feu dans cette neuroinflammation? Comme vous en a parlé Anne Astier, pour la sclérose en plaques, mais c'est vrai pour toutes ces neuroinflammations chroniques, il y a d'abord des facteurs génétiques, donc cela on peut pas trop, on est avec, mais il y a aussi beaucoup de facteurs de l'environnement. Que ce soit le mode de vie, donc on a donné l'exemple de fumer, pas fumer, s'exposer au soleil, la nutrition, qu'est-ce qu'on mange, et aussi les infections. Et donc c'est un dernier point que je développe un petit peu, à savoir que toute notre vie, on va être exposé à des pathogènes ou même juste des infections. La plupart vont être complètement asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on est exposé constamment à des milliers, voire des millions de bactéries, de parasites, de champignons, de vers, de virus, bien sûr, et de protozoaires. Et pour la plupart du temps, ça se passe bien. Le problème, c'est qu'avec le vieillissement, tous ces pathogènes, ils vont stimuler notre système immunitaire, donc ça va être bien, on va s'en débarrasser. Mais à côté de ça, ils peuvent au fur et à mesure aussi, en sorte, fatiguer un petit peu notre système immunitaire. Et du moins, comme ils le sollicitent constamment, lorsqu'ils persistent, même si c'est de manière asymptomatique, ils peuvent entraîner, si c'est au niveau du système nerveux central, de la neuroinflammation et donc de l'accumulation de dommages tissulaires et petit à petit, peut-être de la neurodégénérescence. Au laboratoire, on s'intéresse à une sorte de protozoaire en particulier, donc c'est un organisme unicellulaire, et ça s'appelle Toxoplasma gondii. Vous en avez tous entendu parler, en tout cas pour les femmes qui sont parmi nous et qui ont eu des enfants, parce qu'on va vérifier qu'on a été testé sérologiquement parlant, c'est-à-dire est-ce qu'on a été exposé à Toxoplasma gondii. Pourquoi? Parce que si on ne l'a pas été et qu'on attrape ce petit parasite qui est asymptomatique en apparence, eh bien, le risque, c'est que c'est un gros risque pour le fœtus et donc il vaut mieux suivre la grossesse de près. Ce qu'on vous dit moins, c'est que de plus en plus, il y a de la recherche sur Toxoplasma gondii et que le fait donc d'être asymptomatique avec ce parasite qui peut persister à vie dans notre cerveau et nos muscles, pourrait agir donc sur des comportements à risque en changeant l'anxiété par rapport à la prise de risque. Et aussi agir peut-être sur le déclin cognitif au cours du vieillissement. Et par contre, là où il a été associé, c'est-à-dire lorsqu'on a des anticorps, donc une sérologie positive avec ce parasite, on le retrouve de manière plus importante chez des patients qui souffrent de schizophrénie, de syndrome bipolaire ou bien de troubles obsessionnels compulsifs. Donc vous voyez, c'est assez générique, enfin c'est un peu général au niveau des maladies du cerveau, mais il est quand même assez présent. Or, ce parasite, on a montré, nous, ici au laboratoire, qu'il change la balance entre cassure et réparation, qu'il est capable, même à bas bruit, d'entraîner la production de ces messagers pro-inflammatoires en petite quantité, mais tout au long de la vie, et que, bien sûr, pour sa maîtrise, il nécessite l'activation de notre système immunitaire. Donc au niveau du Infinity, on travaille aussi en collaboration donc avec deux autres équipes, celle de Nicolas Blanchard qui est un spécialiste de l'immunité et de ce parasite, et un immunologiste qui s'appelle Nicolas Fazillo. Et on travaille donc en collaboration avec le Gérontopole de Toulouse pour voir dans quelle mesure et par quel mécanisme ce parasite pourrait influencer le cours et la progression de la maladie, du déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer et de la fragilité. Finalement, donc, on peut se demander, là on vous a parlé de neuroinflammation chronique parce que c'est notre spécialité qu'il fallait bien choisir, mais vous avez bien compris que l'inflammation chronique, ça pourrait être en lien avec plusieurs pathologies.
parce qu'elle est au centre avec des facteurs génétiques de l'environnement, des modes de vie, nutrition et infection, et un peu selon l'organe où elle se manifeste, il va y avoir en fait des pathologies chroniques possibles, et que peut-être certaines de ces pathologies sont reliées les unes avec les autres. Et donc la recherche, s'il faut conclure, c'est que c'est absolument nécessaire pour comprendre toutes ces pathologies, que ce soit au chevet du patient par la recherche clinique, par la recherche un petit peu que nous on mène dans les laboratoires, vous nous voyez moins, mais in vitro et in vivo, on teste en fait ces mécanismes pour mieux les comprendre et pour pouvoir ensuite revenir et bénéficier au chevet du patient en trouvant de nouvelles stratégies thérapeutiques, mais surtout préventives. Donc, on voudrait remercier pour votre attention. Tout le monde voit là, il y a 2 photos de nos laboratoires respectifs, bien sûr nos tutelles, nos principales, nos fondations en fait qui nous financent et qui supportent notre recherche, et bien sûr la semaine du cerveau pour avoir organisé donc cette semaine pleine de conférences et nous avoir invités à venir partager avec vous nos recherches. Merci de votre attention. Et merci à vous deux pour cet exposé très clair. On va pouvoir prendre quelques questions s'il y a des questions dans le public. En attendant, juste une petite demande de précision de ma part. Est-ce que ces mécanismes inflammatoires, vous avez parlé des différentes régions du cerveau, notamment dans la maladie d'Alzheimer et du coup la sclérose en plaques, dans tout ce qui était aussi périphérique, est-ce que ça semble se manifester de la même façon dans les différentes régions du cerveau, la réaction inflammatoire? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Grosso modo, il y a toujours les mêmes acteurs, mais la façon avec laquelle ils s'articulent est un peu différente. Et donc, c'est tout dans cette séquence, cette espèce de danse. C'est un peu comme comparer un tango avec un charleston, quoi. Dans les 2 cas, c'est des danses. Il y a des acteurs, il faut être 2, etc. Mais après, la façon dont les pas sont faits et tout sont un peu différentes. C'est tout ça, en fait, la difficulté. Et je pense qu'en sclérose en plaques, il y a vraiment une activité très forte des cellules immunes spécifiques. Et peut-être dans la maladie d'Alzheimer, ces cellules sont aussi là et elles gagnent de l'importance en termes de recherche. Mais il y a quand même une inflammation plus corsée, peut-être, et plus générale dans la maladie d'Alzheimer. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'on a caractérisé le défaut de réparation de l'ADN double brin? Est-ce qu'on sait quels sont les mécanismes qui sont impliqués ou qui sont altérés? Alors, dans le défaut de réparation de l'ADN dans les neurones au cours de la maladie d'Alzheimer, on a en effet caractérisé un défaut qui est acquis dans une protéine de réparation de l'ADN, c'est-à-dire qu'on en a à des niveaux normaux dans la vie, et au cours de la maladie d'Alzheimer, du fait justement de l'amyloïde bêta, cette protéine est dégradée et donc n'est plus en quantité suffisante pour réparer l'ADN. En fait, c'est-à-dire qu'elle est produite en quantité normale, mais après le système de renouvellement protéique de la cellule en fait la dégrade plus. Et ça, par contre, on ne sait absolument pas pourquoi elle est plus dégradée. On sait que c'est lié à l'amyloïde bêta, on sait que c'est lié aussi à la neuroinflammation, mais on ne sait pas le mécanisme cellulaire. Donc là, il y a des recherches en effet pour comprendre cela, parce que bien sûr, si on pouvait améliorer la réparation, ça pourrait peut-être améliorer. Mais c'est tout récent, ça date de 2015, alors il faut laisser un peu de temps. Alors en attendant une autre question, oui, il y a une question ici. Il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour, merci pour la conférence d'abord. J'aurais peut-être 2 questions. La première, est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent qu'il y a des malades de la maladie d'Alzheimer qui tombent malades relativement tard, on va dire vers 80 ans, enfin, où on le détecte tard, et d'autres beaucoup plus jeunes Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y a la génétique. Ça, c'est dans les patients qui tombent malades tôt, donc parfois aux alentours de 35 ans, les premiers symptômes. Donc
En général, dans ces cas-là, il y a plusieurs formes de la maladie d'Alzheimer. Et dans ces cas-là, c'est souvent des formes familiales, où donc il y a des gènes qui favorisent grandement, vraiment énormément le développement de la maladie. Notamment, il y a la génétique au niveau de ApoE, c'est une protéine en fait, qui est impliquée dans la production en fait, et l'équilibre en fait, justement de l'amyloïde bêta et toutes ces choses-là. Il y a plusieurs protéines qui jouent, et donc si on a une mutation, on est avec cette mutation, on a plus de chances de développer la maladie. Mais c'est pas du 100%. C'est-à-dire c'est pas forcément, il y a des gens qui ont cette mutation qui est délétère, ils ne vont pas pour autant développer la maladie. Et après, donc, il y a tous les facteurs qui sont liés au vieillissement. Donc, dans les formes qui arrivent beaucoup plus tard, là, il y a plus des facteurs environnementaux qui sont à mettre en jeu et qui sont beaucoup moins bien compris, pour le coup. Ma deuxième question, ce serait sur un point qu'on a abordé dans la conférence de jeudi, sur les traitements qui ont été annoncés aux États-Unis, les médicaments, oui, et qui auraient des effets secondaires. Est-ce qu'on peut en dire deux mots juste? Sur la maladie d'Alzheimer, du coup? Oui, enfin, ces médicaments, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces, de polémiques. Alors, si c'est lié à la neuroinflammation, du coup? Parce que là, sinon, on s'éloigne un peu du sujet. On ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, mais de la neuroinflammation. Ça concerne quand même la maladie d'Alzheimer, non? Ce n'est pas des traitements pour la maladie d'Alzheimer? C'est des traitements, mais qui sont spécifiques de l'amyloïde bêta, pour le coup. Donc, ils jouent sur la protéine qui va activer ensuite l'inflammation. Oui. Et c'est vrai qu'après, au niveau des effets secondaires, je dois dire que moi, je ne suis pas médecin. Et donc, comme tout médicament, il y a forcément des effets secondaires, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler de manière spécifique et de manière qui contente votre. Oui, j'imagine qu'on n'a pas encore beaucoup de recul pour savoir s'il y a un effet sur la neuroinflammation de la maladie d'Alzheimer. C'est du test, c'est ça. D'accord, merci. Juste si je peux rebondir sur un point que vous avez évoqué au tout début concernant justement les manifestations de l'inflammation. Donc on connaît tous une inflammation, c'est de la rougeur, de la douleur, etc. Mais il n'y a pas tout ça dans le cerveau. En tout cas, on ne peut pas le sentir, on n'a pas les récepteurs. Comment ça se manifeste, même en dehors de Alzheimer et de la sclérose en plaques? Comment on peut savoir ou comment on peut détecter qu'il y a de la neuroinflammation? Quels sont les outils à l'heure actuelle pour savoir qu'il y a de la neuroinflammation dans ce cerveau? Dans le cadre de la sclérose en plaques, on fait des IRM en fait, qui vont permettre de détecter l'inflammation locale. On injecte un produit qui va se fixer et qui va permettre de voir par IRM qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Et de manière générale, on peut détecter certains biomarqueurs en fait, de la neuroinflammation, c'est-à-dire que même si la neuroinflammation se fait au niveau du cerveau, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, il y a la production de ces cytokines, en fait, de ces messagers pro-inflammatoires, et certains en fait, peuvent être détectés dans des tout petits bouts de cellules en fait, qui se mettent à circuler dans le corps, en fait, qui peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et qui peuvent se retrouver dans la circulation générale. Donc il n'y a rien qui est spécifique à la neuroinflammation, mais en étudiant plusieurs biomarqueurs entre eux, il y en a certains qui ont des marques en fait, correspondant donc, au cerveau, et donc on sait que c'est là qu'il y a une neuroinflammation aussi. Et c'est utilisé en diagnostic aussi du coup? C'est utilisé pas encore en diagnostic, mais plus ça peut être utilisé en pronostic notamment, ou en diagnostic, mais avec après l'imagerie médicale, où là, dans Alzheimer, on regarde plutôt justement les plaques amyloïdes, où ça on peut détecter aussi avec l'IRM des images anormales à dégénérescence de certains tissus cérébraux. Donc il y a beaucoup de choses au niveau du patient qui permettent de mettre bout à bout, c'est ça le travail en fait du médecin, hein, c'est de mettre bout à bout tous ces indices pour pouvoir arriver à la spécificité du diagnostic. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations. Du coup, j'avais justement une question par rapport au dépistage, parce que vous disiez tout à l'heure que les plaques amyloïdes pouvaient commencer à s'accumuler 30 ans avant l'apparition des symptômes. Mais du coup, je me demande
comment du coup faire ce dépistage précoce? Parce qu'il n'y a pas de symptômes, on ne va pas dépister tout le monde. Donc sur quoi on se base éventuellement, voilà, dans cette perspective? Et ensuite j'avais d'autres questions, mais peut-être si vous voulez répondre, enfin une autre question. Du coup, je vais répondre à cette première. En fait, donc comment on a détecté que ces plaques en fait pouvaient commencer à s'accumuler plus de 30 ans en fait avant les symptômes. C'est parce que hélas parfois il y a des personnes qui décèdent en fait avant et elles ont donné en fait accord pour qu'on voit ce qui se passait alors qu'elles n'avaient pas à leur connaissance de troubles de la mémoire ou de symptômes qui font dire qu'elles ont une maladie d'Alzheimer. On retrouve en fait le panel de lésions dans les cerveaux. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Et en effet, comme vous l'avez très bien mentionné, actuellement, il n'y a pas de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Je pense que quelque part, dans la mesure où on ne peut pas vraiment, pour le moment, la soigner super bien, c'est un petit peu difficile de demander à la population générale de se faire dépister. Il y a un dépistage pour les personnes qui ont une génétique, en fait, des facteurs génétiques particuliers, parce que du coup, il y a quand même un risque qu'il y ait un développement très, très, très tôt. Et dans ces cas-là, on peut dépister par tout un panel. Je l'ai dit, ça ne va pas être dépisté juste par une prise de sang ou par l'imagerie médicale, mais par tout un panel en fait, de tests pour ça. Et merci. Et ensuite, je me demandais un petit peu le rôle, vous l'avez évoqué dans votre présentation, Madame Astier, du microbiote dans ces maladies. Du coup, est-ce qu'on pouvait un peu développer par rapport à ça? Et aussi, par rapport aux allergies, je me posais la question, s'il y avait un lien éventuellement. Dans les années passées, on s'est rendu compte que le microbiote contrôle énormément notre bien-être, à veut dire, et il y a un axe directement qu'on appelle du cerveau de l'instinct au cerveau, je vais y arriver. Et il y a des études, par exemple, qui ont pris des études de jumeaux, dont l'un a la sclérose en plaques, l'autre ne l'a pas. Et ils ont vu que le microbiote était différent et que le microbiote du patient pouvait induire la maladie dans des modèles animaux, par exemple. Donc il y a certaines compositions du microbiote qui sont plus prônes à développer la maladie. Et l'un des avantages du microbiote, c'est qu'on peut potentiellement le changer par l'alimentation. Ça, ce sont des voies de recherche. Identifier des bactéries qui seraient pathogènes et ensuite, pouvons-nous les modifier. Il y a des études alors j'avais mis le sel parce qu'il y a des études qui ont montré que, sont des fois un peu controversées, mais manger salé, tout simplement du sel de table, donne du moins dans un tube, c'est très clair, les cellules deviennent inflammatoires. Chez l'homme, c'est toujours très facile de voir des trucs dans le tube. Après, de passer chez l'homme, c'est toujours plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est probablement le cas. Les fameux probiotiques, etc. Mais oui, il y a énormément d'études. En fait, presque tout le monde en ce moment fait des études de microbiome, justement pour savoir identifier les pathogènes, les mauvaises bactéries, des bonnes bactéries. Et des bonnes aussi. Je pense qu'il y a de la recherche pour trouver les bonnes bactéries. Il n'y a pas que des bactéries, mais bon, les bons agents en fait, du microbiote. Et également qu'est-ce qu'elles sécrètent et de particulier, parce que par définition, il faut que ça aille jusqu'au cerveau. Donc on essaye de comprendre en fait s'il n'y a pas une petite molécule qui serait positive ou au contraire arriver à arrêter les négatifs. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est aussi très étudié actuellement. Et dans des modèles animaux donc, qui développent des symptômes de la maladie, il y a des greffes en fait, de microbiote qui ont été faites entre différents animaux. Et ça change vraiment énormément le cours en fait, de la maladie. Donc, voilà. Cela peut apporter des inflammations ensuite dans les années qui suivent. Dans les accidents de voiture. Alors, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des modèles animaux de sclérose en plaques où il y a des chocs frontaux qu'on fait qui vont développer une inflammation locale. Donc, par contre, dans le temps, je ne sais pas du tout si c'est... je n'ai pas de notion du temps, mais oui,
D'accord, je voulais Probablement. effectivement savoir s'il y avait... Il y a des modèles de cause d'inflammation à effet. effectivement chez la souris qui sont faire des chocs. De la même façon, en fait, ça s'appelle traumatic brain injuries. Donc, c'est des traumas en fait du cerveau, et c'est un facteur en fait de développement de maladies neurodégénératives en général. Merci. Alors après, ça dépend où se fait le trauma, mais oui, ça peut générer ça génère de l'inflammation et ça peut générer de l'inflammation de manière chronique, même après la réparation. Alors, moi, j'ai une question un petit peu plus générique. Je me demandais si à votre laboratoire, il y avait aussi des études sur les inflammations pas que localisées au cerveau, type Covid long, encéphalomyélite myalgique et ce genre de choses un peu globales, mais qui est aussi du feu à bas bruit, clairement. Donc au niveau du cerveau, mais d'autres choses, parce que c'est vrai que le Covid long, c'est très très large, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, en effet, comme vous l'avez très bien défini. Il y a une fatigue générale, il y a beaucoup d'autres symptômes. Alors à notre laboratoire, on a étudié un petit peu certains facteurs en fait, qui pourraient agir sur ces neuroinflammations longues. Mais pas celle que vous citez. Il y a d'autres équipes au labo qui travaillent aussi sur la polyarthrite rhumatoïde, sur la narcolepsie, sur le diabète sucré, sur énormément d'autres maladies chroniques, qu'elles soient auto-immunes, ou après neurodégénérative. On a les deux aspects, et parfois avec la sclérose en plaques, c'est les deux, c'est auto-immun et neurodégénératif. Bonsoir, alors moi j'ai une petite question par rapport à la sclérose en plaques. Vous nous avez dit que comme quoi l'un des facteurs était les gènes, et donc je voudrais savoir si il y a une petite possibilité que justement la sclérose en plaques soit héréditaire. Ce n'est pas une maladie héréditaire telle qu'on l'entend. Donc, par contre, c'est vrai qu'encore une fois, dans les jumeaux ont plus de chances, si un des jumeaux a la pathologie, il y a une augmentation du risque pour l'autre jumeau de l'avoir qui est supérieure à 2 individus non reliés. Donc il y a une toute petite partie génétique, mais ce n'est pas transmis par un gène donné, pas du tout. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Vous nous avez parlé des traitements qui étaient prescrits justement à ces personnes atteintes de sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ces traitements ? Alors, il y a donc les traitements actuels qui sont validés vont soit détruire les lymphocytes, en fait. Toutes ces cellules expriment des molécules à leur surface, donc on peut utiliser des anticorps qui vont cibler ces molécules et qui vont permettre la destruction de ces cellules quelque part. Donc, il y a pas mal de drogues qui agissent sur ce principe. Donc, ça, c'est les principes d'activation. Alors, soit c'est tous les lymphocytes, soit c'est que les B aussi. Et il y a la deuxième catégorie qui va empêcher la deuxième étape, qui est celle de transmigration de la périphérie vers le cerveau. Et là, il y a deux voies d'action. Soit on empêche les cellules de sortir des ganglions, justement, qui gonflent quand on est malade. Il y a une thérapie qui du coup, ils sont à l'intérieur et du coup, ils ne vont pas dans le cerveau. Soit on empêche leur migration en bloquant une des protéines qui permet justement de traverser le cerveau. Donc ça, ce sont les traitements les plus, ceux qui sont actuellement en cours. Il y a des traitements qui sont en cours d'évaluation dans des essais cliniques qui pourraient peut-être déjà traverser la barrière, parce que ce n'est pas toujours donné. Et ensuite, ils vont essayer donc d'inhiber les microglies, en l'occurrence, peut-être. Donc il y aurait peut-être une action à l'intérieur du cerveau, mais ce n'est pas encore... c'est en cours d'évaluation. Donc du coup, ces traitements, ils sont assez récents ? Oui, tout à fait. En fait, tout ce dont je vous parle, c'est dans les 10 dernières années. Okay, et vraiment, maintenant, quand les patients sont diagnostiqués maintenant et qu'ils ont ces poussées rémissions, je dis juste pas, je ne suis pas neurologiste, hein, mais les neurologistes maintiennent plus ou moins ces poussées. Là où il faut vraiment encore faire de la recherche, c'est dans ces niveaux de progression constante. Là, c'est plus difficile pour l'instant. Il y a des choses en cours, mais malheureusement pas encore à l'instant T. On va laisser la place pour une dernière question et après on va devoir clôturer, je suis désolée.
Oui, bonsoir. Toujours dans le domaine de la sclérose en plaques, j'aurais voulu savoir les polymorphismes qui ont été trouvés chez les malades sont dans quel type de gènes? Alors, étant immunologiste, la plupart des gènes, il y a à peu près 230 polymorphismes, la plupart ciblent des cellules immunitaires, justement, parce qu'il y a donc c'est une maladie auto-immune et c'est une maladie aussi dégénérative. Mais ceci dit, dans le côté immunitaire, ça ressort vraiment dans l'analyse génétique, ça cible énormément de gènes qui sont impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire. Et juste pour savoir, est-ce qu'on peut éteindre le feu de la neuroinflammation chronique dans certains cas? Mais les dans le cas de la sclérose en plaques, encore une fois, les premiers stades sont les anti-inflammatoires. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Excusez-moi, je peux poser une dernière question? Au niveau de l'allergie, une personne qui a des allergies, est-ce qu'elle elle a plus de risque d'avoir après un problème dégénératif au niveau du cerveau? Alors je ne pourrais pas bien répondre à cette question. Le problème en fait de l'allergie, c'est que c'est une réponse immunitaire qui est très particulière et qui ne fait pas forcément appel exactement aux mêmes acteurs. Comme je l'ai dit, c'est encore une danse qui est différente. Par contre, qu'une allergie, si on laisse une crise d'eczéma jamais traitée et qu'il y a énormément d'acteurs inflammatoires et qu'elle n'est pas du tout prise en charge, peut-être que ça va agir au cerveau ou peut-être que ça va agir ailleurs. En fait, il y aura juste une inflammation chronique, comme je vous l'ai eu, comme vous l'avez pu le voir, ça peut être impliqué dans d'autres choses. Donc, je ne peux pas répondre à cette question clairement. Après, je ne pense, je suis pas non plus sûre, mais je ne pense pas directement non plus, parce que déjà, c'est pas la bonne localisation. Les cellules, en fait, migrent vers l'organe, parce qu'ils ont des signaux spécifiques de migration qui leur permettent d'aller dans l'intestin ou dans le cerveau. Donc, en cas d'allergie, ils vont migrer, disons, sur la peau si on est atopique, effectivement, mais c'est pas forcément les mêmes signaux d'adressage, donc... mais bon. En cas d'inflammation trop importante, peut-être qu'il y aurait un détournement. Mais... Il nous reste à vous remercier. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Merci pour vos questions. Et je rappelle donc qu'on est dans le cadre de l'exposition Feu Méga Feu du Quai des Savoirs qui a lieu jusqu'au 5 novembre. Donc merci encore à eux de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.